Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur ce plateau de scène de presse. Nous sommes bien le dimanche soir. À la première session ordinaire de l'année législative 2025 s'est ouverte mardi dernier au Parlement. Et en vue, il y a l'élection des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale. Évidemment, pendant la période, sénateurs et députés vont poursuivre le contrôle d'action gouvernementale à travers les questions orales et les fonctions de représentation à diverses échelles. Nous évoquons le sujet à scène de presse ce soir, ayant à l'esprit, bien sûr, le scrutin en vue de l'élection du président de la République au mois d'octobre prochain. Sur les cartes météo actuelles, on peut bien apprécier la direction du vent précédant cette échéance. Les différences de température sont bien visibles d'un parti politique à un autre. Le RDPC, par exemple, prépare les 40 ans de son existence, à peu près la même durée de vie que la télévision au Cameroun. Le SDF, l'UDC, le MRC et les autres formations politiques évoquent la question de la révision du code électoral avant l'élection présidentielle. Les invités de scène de presse vont autant parler de la politique que de l'opération de digitalisation des faits d'état civil au niveau des collectivités territoriales décentralisées. La commune de Yaoundé 2e a montré la voie cette semaine en lançant l'opération sur son territoire. Et autour de cette table, j'accueille Charles Ebouné, qui est là, journaliste, grand reporter à CRTV, chef d'unité des affaires diplomatiques. Merci d'être là, Charles. Bonsoir, c'est vrai, et bonsoir à tous mes co-panélistes. En face, Jean-Moran Barga, chef de la cellule de communication, mairie de Yaoundé 2e. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Séverin, bonsoir particulier à toutes les populations de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e qui nous regardent ce dimanche soir. Jean-Baptiste Amvouna Temungue, maire de la commune d'Ongou. Merci d'être là, monsieur le maire. Merci de m'accueillir, monsieur Alegambele, et je salue aussi vos millions de téléspectateurs. Je finis par Dr Avele Malik Atour, qui est là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Séverin Alegambele. Bonsoir à tous les panélistes et à toutes les populations de la République du Cameroun. Vous êtes vice-président du comité international Pierre de Coubertin et président du comité national Pierre de Coubertin du Cameroun. Merci à tous de répondre à l'invitation de la CRTV. Éco Matin, journal de référence sur l'actualité et analyse économique et financière au Cameroun et en Afrique centrale, s'est intéressé à la session parlementaire du mois de mars ouverte mardi dernier. À ce sujet, Éco Matin, dans sa parution du lundi 10 mars, tout comme Émergence, écrit parmi les enjeux de la session, il y a l'élection des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale. Pour cette publication, la réélection de Kavaye Ege Djibril, président de l'Assemblée nationale depuis 1992, et de Marcel Nyat Ndifendi, président du Sénat depuis 2014, semble acquise. Elle s'annonce, pour ainsi dire, stratégique à 7 mois de l'élection présidentielle d'octobre, compte tenu de leur poids dans les aires géographiques dont ils sont originaires et qui constituent en réalité, sans aucun doute, un fort potentiel électoral. Alors, cette lecture d'Éco Matin est peut-être la vôtre aussi, Charles. On va relire le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Je ne suis pas dans les secrets de l'information politique qui désigne qui est à la tête de l'Assemblée nationale vis-à-vis des formations politiques, mais j'ai constaté, comme tout Camerounais, qu'il y a 3 éléments essentiels pour la session du mois de mars de l'Assemblée nationale comme au Sénat, simplement dit au Parlement. 1, l'année législative 2025 a commencé, étant donné qu'ils ont eu une extension qui va durer jusqu'en 2026. Deuxième chose, l'enjeu, c'est-à-dire les personnes qui vont conduire l'Assemblée nationale et le Sénat pour les prochains 12 mois, si je peux dire. Dernière chose, la nécessité de la sérénité en 2025. Alors, docteur Evele, est-ce qu'il y a des éléments objectifs qui peuvent vous amener à projeter soit la réélection, la reconduction, la réélection des présidents actuels du Sénat et de l'Assemblée nationale, ou alors il pourrait y avoir un changement? Bon, comme le disait Charles Ebouné tout à l'heure, l'objectivité reposerait sur le fait que chaque formation politique ait désigné ses représentants. Nous allons encore attendre un peu pour savoir si ce sera les mêmes ou s'il y aura un changement. Toujours est-il que nous observons quand même qu'il y a une volonté de maintenir ces institutions stables depuis un bon moment.
Donc, Intéressable, c'est-à-dire garder les mêmes personnes? Peut-être pas les mêmes personnes, mais en tout cas, garder le même leadership. Donc, moi, je ne pose pas ça en problème de personne, je pose ça en problème de leadership. Et donc, garder les institutions stables. Et cette stabilité, nous l'avons observée, ça se manifeste par la reconduction, pour la plupart, des principaux responsables en selle. Objectivement, quand nous analysons les choses telles que nous les voyons, on sera toujours dans la logique de la stabilité des institutions parlementaires, surtout à la veille d'une échéance électorale capitale, qui est l'élection présidentielle que vous avez annoncée en titre. Et je ne vois pas pourquoi il faut créer un séisme parlementaire dans le cadre... En masse. Moi, j'aime bien le mot, séisme parlementaire. Voilà, donc, il a tout son sens. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous voyez les choses de la même manière? On va rester dans ce qu'il a appelé le maintien du leadership actuel, la sérénité avant les élections. Donc, pour cela, on devrait reconduire les équipes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Oui, je vois aussi à peu près la même chose. C'est-à-dire que l'échéance importante cette année, c'est l'élection présidentielle, c'est l'élection majeure. Les sénateurs ont des mandats qui courent jusqu'en 2028. Les députés ont encore un an de mandat de plus. Donc, tous ces élus seront concentrés sur le soutien à leur candidat au pluriel, parce que plusieurs partis sont représentés dans ces deux chambres. Mais la petite nuance quand même, côté RDPC, c'est que il pourrait y avoir un petit jeu de chaises au niveau du bureau du Sénat. Parce que nous avons malheureusement perdu le président de notre groupe au Sénat parlementaire, l'honorable Zangoyono, paix à son âme, et donc il faut le remplacer. Si on le remplace par un sénateur qui n'était pas membre du bureau, ça ne bouleverse pas beaucoup de choses. Mais si on le remplace par un sénateur qui était déjà préalablement membre du bureau, ça fait qu'il y aurait plusieurs remplacements, mais au sein du bureau RDPC où nous avons quand même une représentation de plus de 95%. Mais pour les perchoirs, on ne voit pas très bien l'enjeu de modifier fondamentalement cette structure aujourd'hui à la veille d'une élection présidentielle. Le visage est connu. Comme tout est possible en politique, on va continuer à attendre. L'élection de ces responsables devra intervenir dans les prochains jours comme de tradition. Mais à l'ouverture de cette session, on a quand même écouté le doyen d'âge à l'Assemblée nationale et on a bien vu que, en l'écoutant entre les lignes, on a bien vu que l'élection présidentielle à venir préoccupe le Parlement. Tout le monde est appelé à œuvrer pour la tenue dans les meilleures conditions de cette échéance électorale capitale. Jean Morand, vous avez écouté également ces discours. Il vous a semblé coller à l'actualité? Bien entendu, la sortie de la doyenne est d'ailleurs à saluer parce qu'au regard des violences verbales et même physiques qui sont récurrentes, il était de bon ton de faire cette sortie-là pour appeler à l'apaisement et surtout lorsqu'on voit les nombreux défis qui attendent le Cameroun, notamment l'élection présidentielle. Voir quand même les membres du gouvernement se faire agresser et voir autant de violence dans des médias classiques, dans les réseaux sociaux qui sont abondamment relayés, cela a un impact, quoi qu'on dise, négatif sur notre vie quotidienne. Donc, il est de bon ton et d'ailleurs, c'est à saluer lorsqu'on appelle à l'apaisement et surtout à la paix. C'est vrai, il faut dire que depuis 2018, le Cameroun est entré dans la communauté des pays où la violence est revenue récurrente comme moyen d'expression politique. Depuis 2018, avec une élection fortement médiatisée, je dirais même l'utilisation de la méthode Barack Obama de 2008, c'est-à-dire l'exploitation des réseaux sociaux, notre société s'est explosée vis-à-vis la violence. Et la dernière en date, c'est ce qui s'est passé à Bruxelles. Je ne vais pas revenir sur ça. Alors, on va revenir sur le discours de Madame
Laurentine Kouafégué à l'Assemblée nationale, le messager et dans une moindre mesure le jour estime qu'il s'agit d'un acte d'élégance politique qu'il faut saluer à juste titre. D'abord, ce n'est pas la première fois qu'elle se fait remarquer. C'est une citoyenne d'origine d'Ongoumou que je connais bien, d'une grande vivacité intellectuelle. C'est l'une des grandes dames à cet âge qui a fait la bonne école et surtout qui m'intéresse souvent lorsque j'ai eu à discuter avec elle par cette vivacité et cette, j'allais dire, je ne vais pas dire neutralité, mais cette objectivité intellectuelle. Parce qu'il y a très peu d'honnêtes intellectuels dans notre espace politique, très peu d'honnêteté intellectuelle. Et pour revenir à son discours, je pense que chacun peut interpréter un discours à sa façon. Donc chacun peut piocher les éléments qui l'arrangent. Mais nous, ou qui le dérange. Ou qui le dérange. Mais nous, au RDPC, nous pensons que la politique est un lieu d'expression de la violence lorsqu'elle n'est pas civilisée, lorsqu'il n'y a pas de démocratie. Mais en démocratie, il doit régner une tolérance. Et justement, la vocation même de la démocratie, c'est d'apaiser et de diminuer au strict minimum cette violence. On vient en politique pour essayer de bâtir une société vivable et prospère en fonction des valeurs qui dominent, chacun dans son idéologie. Donc nous, si on est démocrate et progressiste, on veut une société qui donne sa chance à tout le monde, qui essaie de régler les problèmes sociaux. C'est l'ambition de tout homme politique en principe. La représentation nationale s'est adressée aussi à la presse. Et Madame la doyenne d'âge dit que ceux qui sont chargés de rapporter, je les invite plus que jamais à rester professionnels et respectueux. Alors, Jean Morin, la presse, dans le contexte actuel, elle est concernée. Bien entendu. C'est pour cela que tout à l'heure, dans mon propos, je parlais de certaines violences verbales. Où est-ce qu'on retrouve des violences verbales? Si la presse, qui a pour vocation d'éduquer, d'informer, surtout donner la bonne information et de divertir, joue le jeu où on peut donner de la parole à des individus qui sont censés donc éduquer, mais qui, au contraire, se retrouvent non seulement en train d'être violents sur les plateaux, envers des copanélistes, envers des présentateurs, sans qu'ils ne soient absolument sanctionné. Alors Charles, on va se séparer parce que vous allez bientôt partir. La responsabilité sociale de la presse en ce moment, on a vu le Conseil national de la communication qui se plaint beaucoup de la promotion du discours de la haine tribale. Le Conseil a annoncé d'ailleurs qu'on allait retirer du bouquin international les chaînes qui n'allaient pas s'aligner sur ce qui doit être fait. On a eu également la semaine dernière les patrons de la presse qui ont décidé de ne plus relayer ces discours-là. Est-ce que ça peut nous conduire à avoir un climat apaisé pendant l'élection qui pointe à l'horizon et qui préoccupe à la fois le Parlement et les citoyens que nous sommes autour de cette table? Pour répondre à cette question, j'ai 3 éléments. Pour régler le problème du discours de la haine et le buzz qui a remplacé le journalisme dans l'espace médiatique camerounais, il faut 3 opérations. 1. Ceux qui ont défini la loi sur la communication sociale en 1990, et de ma compréhension, la majorité sont encore vivants, qui ont dit que si vous tenez le micro pendant 5 ans, vous êtes déjà un journaliste qui répète, réécrit le texte. Parce qu'il y a une protection juridique à ceux qui ne sont pas bien formés pour poser les actes qu'ils posent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose... Mais même ceux qui sont bien formés, on voit le comportement... J'arrive. Les journalistes bien formés au Cameroun font rarement ces genres de dérives qui sont sur l'espace médiatique. Deuxième opération, j'invite... C'est documenté, ça? Pardon?
Je demande si c'est documenté, parce que c'est des journalistes qui sont professionnels, bien formés, qui sortent des plus grandes écoles, qui sont parfois instrumentalisés, achetés pour agir dans le sens des intérêts des différentes écuries ou des différentes... Mon cher docteur, j'arrive. Voilà. J'ai dit 3 opérations. Non, je posais juste une question. Non, vous avez raison. Voilà, arrivez. Nous allons vous accueillir à l'arrivée. Deuxième opération. J'invite à tout investisseur dans l'espace médiatique, ceux qui créent les journaux, ceux qui créent les télévisions, ceux qui créent les radios, ceux qui gèrent les espaces cybernétiques, de travailler avec les professionnels. Parce que quand vous créez une radio pour régler les problèmes politiques à un individu, pour régler les problèmes économiques à un individu, le résultat, c'est la haine. Enfin, je suggère à mes collègues de savoir que le buzz n'est pas le journalisme. Et pour éviter donc le buzz qui a remplacé le journalisme, il faut avoir un minimum d'éducation pour être modérateur dans un plateau. Je prends un schéma simple. Vous ne pouvez pas avoir dans un plateau le professeur Maurice Kamto, Eric Mathias Owonangini, professeur, Baebek, professeur, je ne sais pas, ou bien professeur Ephraim Gwafo, c'est-à-dire, ou bien le professeur Nassis Moulekombi, c'est-à-dire... Tout dépend de ce que vous recherchez. Non, j'arrive, et je finis par là. C'est les gens que je peux appeler dans les différents domaines la finalité, la crème. Et vous êtes un modérateur avec le BEPC. Je m'arrête là. On se voit Charles, la prochaine fois. Tu es arrivé et moi j'allais dire que tu as oublié le véritable ferment qui gangrène ce milieu, c'est le gombo. Ah mais oui, mais c'est pour cette raison que j'ai dit le BEPC, je m'arrête là-bas. Le BEPC, c'est pas le gombo. Parce qu'on peut avoir un BEPC et être éthiquement et professionnellement compétent. Parce qu'en fait, vous parlez de diplomation, nous on parle de compétences et d'aptitude A. On parle de qualité et de valeur. Et c'est là que le bas blesse. Monsieur, parce que vous ne pouvez pas être appelé journaliste sans avoir une formation. On ne peut pas vous appeler avocat sans une formation de l'avocature. Vous ne pouvez pas être appelé médecin sans passer par une école de médecine. Je suis d'accord. Quand j'ai déjà dit ça, d'abord je vais nettoyer la maison avant d'aller à l'intérieur. Je suis d'accord. Pour autant, il n'est pas question d'appeler les gens. Il est question qu'ils jouent pleinement le rôle qui est le leur. Un journaliste, ce n'est pas parce qu'il a un diplôme de journaliste que c'est un bon journaliste. Non, c'est ce que je veux dire. Un avocat, ne peut pas être un footballeur. Donc je suis en train ne peut pas être convoqué pour aller à l'équipe nationale du Cameroun pour jouer au football sans pratiquer le football. Moi, je suis particulièrement... Je suis désolé. Oui, non, mais ce n'est pas seulement le football, sans pratiquer du football de haut niveau. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, même là, vous ajouterez de haut niveau. Voilà, l'équipe nationale, c'est le haut niveau. Mais on est en train de parler de la base, des fondements. Et à la base, au-delà d'avoir les diplômes, les titres et les qualités, c'est une question de comportement, c'est une question de valeur, c'est une question de posture. Quand la dame, elle dit les acteurs de la presse ne doivent pas faire ci ou ne doivent pas faire ça, ce n'est pas les diplômes des gens qu'elle remet en question. C'est leur manière d'être, c'est leur savoir-être, c'est leur savoir-faire. Je n'ai jamais remis la formation des personnes. Je n'ai pas dit que vous l'avez fait. Je n'ai pas dit que vous l'avez fait, M. Ebouné. Prenez une minute pour écouter. Non, vous avez écouté, vous êtes arrivé, vous avez dit que vous devez arriver d'abord. Comment Voilà, il est arrivé maintenant, qu'il laisse au juge à l'arrivée d'apprécier le temps qu'il faut. Tout à fait, docteur. Voilà, et donc là, je suis en train de dire que le véritable problème, ce n'est pas ça, c'est le gombo. Dans la société, cet aspect des choses détourne l'application de la norme ou le conduit à des changements de posture du fait de ne pas respecter la déontologie et l'éthique. On va se retrouver toujours dans une situation où à l'Assemblée, on va dire ne faites pas. Et sur les plateaux, on va voir les gens qui sont en train de faire. Puis bon, ça va passer. L'élection présidentielle va passer.
le conseil de la communication va suspendre 2 personnes pour 1 mois ou 1 mois et demi ou je ne sais plus quoi. Et après, ils vont revenir. Et puis, on va continuer comme ça. Merci beaucoup, Charles. Merci. Tout au moins, vous avez réussi à réveiller le docteur Evele, qui était silencieux depuis. Merci beaucoup. Vous allez céder votre siège à Jean-Marie Anaba, éditorialiste à Royal FM, qui va continuer. Merci, Charles. À très bientôt. Alors, pendant que Jean-Marie s'installe, je voudrais quand même nous restons dans le cadre de ce qui se passe au Parlement et les préoccupations qui sont celles des députés et sénateurs. Et il n'y a qu'on écoute le discours de Mme la doyenne d'âge, mais du côté des partis de l'opposition, on demande plutôt une révision du code électoral qui devrait accompagner, soutenir le scrutin à venir. Et ça, on l'entend, on demande une élection à 2 tours, que seul le procès verbal de l'ECAM ne fasse plus foi, comme ça s'est passé, ça s'est toujours passé. Alors, est-ce qu'on peut penser que pendant cette session en cours au Parlement, un texte pourrait arriver annonçant la modification de ce code, ou alors c'est un débat c'est pour animer un peu la sphère politique. Jean-Marie, vous êtes là? Alors, est-ce qu'il est possible à vous et à tout le monde, est-ce qu'on peut penser que la révision du code électoral, c'est maintenant? Nous avons coutume de dire en sport qu'il y a impossibilité de changer la règle du jeu pendant la partie. Nous ne sommes pas en sport, nous sommes en politique. C'est valable en politique. Nous, le lien entre le sport et la politique, c'est que c'est un jeu. Et il y a des règles qui l'encadrent. Nous pensons que la règle du jeu doit s'appliquer pour tous lorsque la partie est déjà engagée. Quand le processus d'enregistrement des électeurs a commencé, ça veut dire que le code électoral qu'on applique, c'est lequel? C'est le code qui est en vigueur. Donc, par conséquent, la partie a commencé. Ces genres de revendications qui arrivent à la dernière minute, bon, moi, je ne sais pas en quoi est-ce que c'est pertinent. Tout est possible en politique, monsieur le maire. Alors, vous ne fermez jamais la porte à une possibilité. Bon, le rituel électoral, c'est vraiment comme à la messe. Je suis d'accord que quand la messe a commencé, on ne change pas le rituel. Bon, peut-être que vous le dites parce que c'est à l'avantage de votre parti. Non, pas nécessairement. Si on ne change pas le code électoral en ce moment, vous êtes sûr que... Non, pas nécessairement. Voyez-vous, moi, je suis maire RDPC. J'estime que certaines règles pourraient être modifiées dans le code électoral actuel, qu'on soit du RDPC ou ailleurs. Je vous prends un exemple. Vous voyez, pour l'élection des exécutifs municipaux, lorsque les populations ont élu une liste de 25, 31, 41 ou 61 conseillers municipaux, généralement, ils savent à peu près, chacun sait à peu près qui sont les candidats à la mairie, à la tête de la mairie. Mais lorsque les conseillers se retrouvent en session de plein droit, savez-vous que par la corruption, par l'argent, par tous les moyens, les règles peuvent changer et les populations peuvent se retrouver avec quelqu'un à la tête de l'exécutif qu'ils n'avaient pas prévu. Parce que le code pourrait dire que la liste déposée a à sa tête le maire et les adjoints et les autres conseillers dont les populations voteraient en connaissance de cause qui est maire adjoint, et à la session de plein droit, on viendrait juste valider cela et c'est le code qui bloquerait la possibilité de corrompre les conseillers et d'être élus à la surprise de l'ensemble du peuple. Pour aller dans le sens du maire, le code pourrait même dire que le maire, lui, il est élu au suffrage universel et les conseillers au scrutin de liste. Pourquoi pas? Je peux vous prendre un autre exemple. Au niveau du Sénat, j'estime un peu anormal qu'on soit éligible par un corps électoral auquel on n'appartient pas soi-même, qu'on soit éligible sans être électeur. Ce qui veut dire que pour être sénateur élu, pas nommé, on peut prendre, chef de l'État discrétionnaire peut prendre toute personne, mais les sénateurs éligibles devraient être au moins conseillers municipaux ou conseillers régionaux, dont électeurs eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire évoluer dans le code électoral, mais il faut prendre du temps. Et ce n'est pas quand on est à 6 mois de la convocation des électeurs qu'on peut modifier les règles du jeu. Jean-Marie. Je pense que tout cela peut avoir des... Parce que si on modifie le code électoral, et si il faut par là refonder même la liste électorale, à 6 mois, on le fait comment? Donc je pense que c'est un peu trop tard là. Et
Et ensuite, les revendications de certains de nos adversaires viseraient plutôt, et c'est d'ailleurs par naïveté, à faire croire que ce sont ces règles qui leur permettraient de gagner. Exact. Et dans les deux chambres, le RDPC est largement majoritaire. Comment penser faire passer une loi alors que vous êtes extrêmement minoritaire? Certains ne sont même pas représentés à l'Assemblée nationale. Mais si on veut davantage apaiser le climat politique, on peut imaginer, même si on est en année électorale, si on est en cas de force majeure, oui, mais est-ce qu'on ne peut pas? Mais est-ce qu'on en a un? J'imagine, parce que non, tel que vous parlez, vous dites comme si ce n'était pas, ça ne peut jamais arriver. C'est ça, non, il ne faut pas Jean-Marie. C'est précisément... Ça, c'est du chantage et un prétexte pour justifier les attitudes extrêmement belliqueuses. Séverin, je vous ai écouté tout à l'heure dans la première partie du débat sur le discours de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale. Je crois que les sujets sont liés avec le débat que vous êtes en train de soulever. Parce que la doyenne d'âge a été claire, que ceux qui organisent bien, que ceux qui disent le droit le disent très bien. Ça rentre dans l'apaisement. J'ai envie d'ajouter, s'il fallait refaire ce discours-là, que ceux qui légifèrent bien. Et je m'adresse aux parlementaires. Il y a la presse aussi, il ne faut pas oublier. Oui, voilà. Il y avait la presse. Que ceux qui légifèrent bien. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de poser un problème de la révision ou de la réforme du code électoral. Cette possibilité-là n'est pas interdite. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que nous sommes à quelques mois d'une élection, je vois des ministres qui sortent également à quelques mois d'une élection pour dicter ce qu'ils pensent, pour dicter leurs lois aux formations politiques et autres. Qui vous a dit que c'est impossible également de poser un débat sur la réforme consensuelle du code électoral? C'est possible. Pourquoi? Il y a quelques années aujourd'hui, nous avons vu une note interne qui a circulé à Elections Cameroun, preuve que même à l'intérieur de la maison Elections Cameroun, on pense à la modification. Nous qui ne prenons pas aux concertations permanentes du conseil électoral organisé par le conseil électoral, ce débat a toujours été posé sur la table et les acteurs du processus électoral essayent d'apporter des contributions. Il y a quelque temps encore, il y a des formations politiques de l'opposition qui se sont concertées dans une plateforme et qui ont proposé justement un code électoral consensuel. C'était une proposition et vous avez suivi le débat qui a suivi là-dessus, laissant croire que le président de la République n'aurait pas reçu la copie qui avait été déposée. D'autres ont dit que ce n'était pas le lieu indiqué pour aller déposer cette copie-là. Je voudrais dire, Séverin, que l'élection est un processus. Et quand on parle de processus, ça ne commence pas par le jour du vote. Ça veut dire que tout ce que nous faisons depuis pratiquement des années aujourd'hui, révision des listes électorales, c'est une preuve que les gens se préparent pour une élection présidentielle. Et pourquoi ne pas penser aussi que dans ce processus-là, il est possible qu'il y ait modification du code électoral. L'initiative des lois appartient à qui? Je ne suis pas de ces Camerounais qui pensent en lieu et place de M. Paul Biya. Pour l'apaisement également, M. Paul Biya peut se rendre compte que, à la lieu où vont les choses, il faut qu'on revoie les règles de jeu pour satisfaire le maximum. L'apaisement dont vous parlez, je crois qu'il y a une amélioration qui a commencé. Il y a, je crois, jeudi dernier, le conseil électoral, par la voix de son président, le docteur Ino Abrams Egbe, a laissé entendre des signaux de cet apaisement en indiquant à ceux qui sont les acteurs du processus électoral que désormais, un électeur peut consulter son inscription en ligne. C'est un apaisement. C'était l'une des demandes de ceux de la classe politique dite de l'opposition. Et si on continue à ce rythme-là, je suis sûr qu'une proposition de modification du code électoral ne ferait pas du mal à quelqu'un parce que nous tous, nous sommes pour cet apaisement. Et vous avez parlé de la presse tout à l'heure. Je suis de ceux qui pensent que le vrai problème au Cameroun, et c'est le docteur Evele Mali qui le disait, il parlait du gombo, oui, il y en a, mais je ne pense pas que parce que vous voulez le gombo, ça exclut votre responsabilité. Il y a une responsabilité sociale quand on est journaliste qu'on devrait respecter et supporter parce que ça ne profitera à personne. Nous le disons tous les jours, même à la radio. Vous qui voulez diriger le Cameroun, et c'est Mme Laurentine Bédé qui le disait également dans son discours d'ouverture de la dernière session, si vous finissez de casser avant l'élection présidentielle, parce que j'ai écouté des gens qui disent la seule condition est que M. Biya se mette à l'écart, je leur ai demandé
Ou est-ce que c'est écrit dans une loi au Cameroun que M. Biya ne doit pas se représenter? Les autres vont réagir, Jean-Marie. Et je sors par là, c'est vrai, si vous permettez, en quelques secondes, pour dire que ceux qui demandent à ce que certains ne se représentent pas, vous pouvez avoir cassé maintenant. Mais à la veille de la convocation du corps électoral, vous vous rendez compte que M. Biya n'est pas candidat. Il doit ajouter à tout ce qu'il a dit qu'il doit aussi être de ces Camerounais qui prennent en compte ce que les autres pensent aussi. C'est très important. Parce que, les autres pensent quoi? Les autres pensent qu'il y a impossibilité de changer la règle du jeu pendant la partie. La partie, c'est cet aspect, ce dernier aspect des choses. On n'a pas dit que... Mais docteur, est-ce qu'il y a une loi au cas? Est-ce qu'il y a un article? Est-ce qu'il y a un article? Non, vous avez dit que vous sortez, vous êtes sorti. Non, vous avez dit que vous sortez. Non, vous avez dit que vous êtes sorti. Jean-Marie, vous laissez que le docteur révéler. Moi, je ne vous ai pas coupé. J'ai écouté patiemment ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit a du sens, avec la seule différence que vous devez aussi prendre en compte. Parce que vous avez commencé votre propos par « Moi, je ne suis pas de ces Camerounais qui... » Soyez de ces Camerounais qui prennent tout en compte. C'est important. Dans un pays, on doit tout prendre en compte. Le point de vue contraire de l'autre peut servir à étoffer quelque chose d'extraordinaire. Je vous dis que l'impossibilité de changer de règles du jeu pendant la partie ne veut pas dire qu'on a dit qu'il est impossible de changer le code électoral. Mais pas pendant la partie. C'est la nuance. On peut changer le code électoral. Nous avons nous-mêmes cité plusieurs aspects du code électoral qui peuvent faire que le code électoral puisse être mieux étoffé, répondre à des attentes. Encore que ce ne sont que nos avis. Non, encore que ce ne sont que nos avis, ceux qui le font. Pas comme voilà. nous. Mais je dis, la question, c'est de changer la règle du jeu pendant la partie. C'est là où... Sinon, dites-nous que juste parce que l'équipe du Sénégal n'est pas d'accord avec l'équipe de France sur un but marqué, la FIFA va se réunir la veille, va changer la règle du jeu pendant la Coupe du Monde pour dire qu'on doit mettre la VAR qui va commencer le lendemain. C'est faux. Non, il y a impossibilité dans tout jeu. Moi, je suis spécialiste du jeu. Je l'ai pour métier. J'ai choisi d'être professeur d'éducation physique et sportive. C'est ce que j'enseigne. Je suis dirigeant de sport au niveau mondial. Je dis que dans tout jeu, et même dans le jeu politique, pour que le but du code électoral, c'est quoi? C'est pas d'apaiser les tensions des gens, c'est de garantir la sincérité du processus électoral. Mais c'est ce que la classe politique voilà, donc on ne peut pas faire ça en changeant la règle. On ne peut pas faire ça. Mais docteur, non, on ne peut pas faire ça. J'allais vous rappeler que pendant la révision annuelle des listes électorales... je ne parle plus. C'est pas moi le modérateur. Pendant la révision annuelle des listes électorales, c'est vrai, à Legambele, il n'était écrit nulle part dans le code électoral que lorsque les gens sont en train de s'inscrire à des heures tardives, on doit les laisser continuer à s'inscrire. Mais le directeur général des élections, je prends cet exemple-là, pour dire que tout est possible. Quand il y a des tensions, il faut apaiser. Le directeur général des élections a décidé de laisser les gens se faire enrôler sur les listes électorales le dernier jour des inscriptions jusqu'à une heure tardive. Était-il obligé de le faire? Ce n'est pas comme ça qu'il faut. Non, c'est pas comme ça. Non. C'est pas comme ça qu'il faut. Non, c'est pas comme ça qu'il faut analyser. C'est un exemple d'apaisement. Il faut poser la question de savoir. Est-ce que l'acte posé par le directeur général des élections est contraire ou est en conformité avec la loi? Il est contraire à la loi, mais il a fait pour l'apaisement. Alors, non. Aucune loi ne l'indique. Non, ce qui est contraire à la loi, ça veut dire qu'il donne la possibilité aux acteurs qui ne seront pas d'accord le moment venu de contester. Nous sommes en démocratie. Quand il y a tension, voilà. Non, c'est pas ça. La tension est... La gestion des tensions, même dans un pays où il y a des lois, est encadrée par la loi, monsieur. Je voudrais vous suggérer de réécouter un bout du discours d'ouverture de la session prononcé mardi dernier par la doyenne d'âge à l'Assemblée nationale. Madame le député Laurentine Kwa. Assurément, l'échéance attendue attise à souhait des convoitises. Toute cette ébullition constitue, à n'en point douter, la preuve qu'au Cameroun, la démocratie est une réalité. Qu'on l'aime ou pas, qu'on adhère à ses idéaux ou pas, l'honnêteté nous oblige de reconnaître une vérité constante. Cette démocratie est le fait de la volonté d'un homme,
j'ai nommé son Excellence M. Paul Biya, le Président de la République, le chef de l'État en poste. L'élection présidentielle est dans l'air du temps. On le perçoit bien en lisant la circulaire du 11 mars relative à la célébration du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En effet, le secrétaire général du comité central, Jean Kouété, écrit comme un heureux présage l'année 2025 de la célébration du jubilé des 40 ans de notre parti et celle de l'élection présidentielle que nous continuons à préparer avec le plus grand sérieux. Et au journal Action d'ajouter, traitant des 40 ans du RDPC, mobilisation pour une victoire éclatante. Venons-en au décryptage de cette circulaire. Quand on lit, on a bien le sentiment que le suspense est levé, la candidature du président Paul Biya, elle est claire. En tout cas, le président de la République lui-même a dit qu'il était disponible pour son pays. Il n'a pas dit « je suis candidat », c'est pas la même chose. Non, il a dit qu'il restait disponible pour son pays. Que la circulaire du président de la République, du secrétaire général du comité central soit prise est tout à fait normal. C'est une voie de conséquence, puisque si le président de la République dit que sa détermination est intacte à servir le peuple camerounais et que c'est lui le président national, et que dans les textes de ce parti-là, il est le candidat naturel, il faut que son secrétaire général et tous ces militants et toute la machine du RDPC se tiennent prêts à faire face justement à ce nouveau défi vers lequel certainement le président national voudra bien n'est-ce pas, se mesurer. Alors, c'est vrai, comme le disait le docteur, il est quand même important de souligner que bien que les statuts du parti, du RDPC, indiquent clairement que le président national est le candidat naturel à l'élection présidentielle, on ne saurait dire avec les mêmes mots que certains médias que le suspense est totalement c'est le Popoli qui nous l'a dit. Hein. Voilà, donc on ne saurait dire avec les mêmes mots que le Popoli, que le suspense est totalement levé de ce côté-là. Je voudrais également me souvenir de cette sortie du chef de l'État lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun. Il avait clairement fait une soustraction et à la fin, il avait dit que le moment venu, on saura donc s'il continue ou s'il va au village. Et je pense que le moment, peut-être ce moment venu dont parlait le chef de l'État, n'est pas encore arrivé. Il faudrait peut-être attendre au moment de la déclaration des candidatures. Et en ce moment-là, on saura clairement si le chef de l'État continue ou s'il rentre au village. Mais maintenant, ça c'était une lecture globale en ce qui concerne le populisme. Je voudrais dire une lecture particulière, comme disait le docteur tout à l'heure, les dernières sorties, dans les sorties récentes du chef de l'État, où il a clairement dit également que sa détermination à nous servir reste intacte. Plus loin, à son adresse à la jeunesse, il invite les jeunes à ne pas prêter une oreille attentive aux sirènes du chaos et surtout... Tout le monde doit se préparer. Et les jeunes du parti, ils ont dit qu'ils sont prêts à apporter leur contribution pour la candidature du chef de l'État. Le quotidien Mutation titre dans sa une de jeudi dernier, Jean Kouété au vitriol, réputé réservé et taiseux, le secrétaire général du RDPC dans la circulaire de célébration des 40 ans du parti, met en garde contre ceux qui bercent d'illusions alors qu'il ne cesse de répandre les graines de la haine intercommunautaire. Il appelle les militants à se tenir prêts à relever le défi de la réélection du candidat du RDPC. Bon. Alors, c'est vrai, moi, je voudrais dire qu'une circulaire comme celle qui a été commise par le secrétaire général Jean Kouété du RDPC, elle encadre seulement les manifestations du 24 mars prochain. Mais le contenu nous amène à réfléchir. Vous êtes dans le contenu, moi, je vais vous amener même dans le contexte de célébration et nous devons faire très attention. La circulaire n'est pas une déclaration de candidature. Personne ne l'a dit du ici. RDPC. Docteur, vous nous avez appris à vous laisser vous exprimer. Vous nous avez appris à ne pas le faire. C'est la réciprocité. L'olympisme, docteur. C'est la réciprocité en matière diplomatique. L'olympisme, docteur. Moi, je prends dans toutes mes casquettes. Nous, on a appris la réciprocité. Donc, vous voyez que vous acceptez l'échange maintenant. Voilà. Donc, quand c'est le RDPC, vous acceptez l'échange. OK. Donc, j'étais en train de dire que
Nous sommes dans une circulaire qui encadre simplement les manifestations, mais qui n'est pas une déclaration de candidature. Et il est normal, tout parti politique, surtout en année électorale comme c'est le cas en ce moment, doit affûter ses armes, doit revoir ses stratégies. Et ce n'est pas la première déclaration de M. Jean Kouété. Il avait dit lors de ses tournées régionales, il avait dit aux militants du RDPC, soyez prêts et soyez vigilants. Et il est donc normal que, et c'est d'ailleurs le dernier événement du RDPC, en interne, avant l'élection présidentielle d'octobre prochain, donc c'est la dernière occasion pour sensibiliser ceux qui sont leurs militants, leurs camarades de parti, pour redynamiser les troupes, pour mobiliser. Et c'est pour cela que la circulaire, en même temps, ne peut pas ignorer le contexte actuel. Le contexte est marqué par quoi? Des gens qui profusent à longueur de journée, ils diffusent à longueur de journée des discours de haine. Mais je voudrais indiquer que quand on parle de discours de haine au Cameroun, ça n'épargne pas les Camerounais, bien qu'ils soient militants du RDPC. Donc, il ne faut pas faire dans une circulaire comme si ce sont les gars du MSC, du PCRN et autres qui propagent les discours de haine ou alors les médias. Et vous ignorez que dans la maison RDPC, nous les recevons dans les débats tous les week-ends. Ils sont les champions aussi, les militants du RDPC. Il faut que les partis politiques... Il y a un militant du RDPC à côté de vous, Jean-Marie. Non, il le sait très bien que certains de ces jeunes camarades, peut-être ils sont encore immatures, peut-être ils ne connaissent pas encore comment bien se comporter. Parce que les partis politiques doivent avoir pour principale activité parler de leur programme politique pour 2025. Qu'est-ce que le RDPC propose? Et si M. Jean Kouété donne déjà ce ton-là dans sa circulaire, au lieu de dire simplement ce que le RDPC propose et quel sera le contenu de la célébration du 24 mars prochain, pour profiter, pour tirer sur les autres, on ne peut pas être participant du jeu, et c'est le docteur qui aime parler du jeu, et se retrouver arbitre de ce jeu-là en disant à ses camarades de parti, tenez-vous prêts, ne suivez pas ceux qui propagent les discours de haine et autres. Il faut commencer par sensibiliser vos militants. Maintenant, lorsque nous sommes en train de célébrer 40 ans du RDPC, soit 43 ans de pouvoir, il ne faut pas aussi avoir le zèle même dans les documents que nous signons, comme la circulaire. Il faut commencer à réfléchir que quand nous avons déjà fait 43 ans de pouvoir et que le RDPC a 40 ans, ne soyons toujours pas dans le triomphalisme habituel. Mettons en cœur que le pays, nous devons bien commencer à réfléchir. Vous avez parlé d'apaisement tout à l'heure. L'apaisement passe également par ce que vous donnez aux Camerounais. Si un Camerounais n'a pas l'eau, n'a pas d'électricité, comme les routes de Yaoundé, ce que je viens de traverser en venant ici, vous pensez que le Camerounais là sera prêt à vous voter parce que vous avez écrit une circulaire? Donc il faut laisser effectivement que les militants soient mobilisés, c'est normal, parce que le parti a pour logique, dès que vous avez acquis ce pouvoir, vous devez le conserver, le pérenniser. Et c'est la logique du RDPC. Mais alors, que cela pense dans au même moment que les Camerounais ont aussi besoin du pain pendant le... C'est vrai, avant, monsieur le maire, si tu permets, je voudrais dire que Kouété n'a pas cité quelqu'un ou une formation politique. Il a, je crois... Non, ce sont mes... Voilà, donc... non, je voulais simplement, je voulais justement que cette nuance soit faite parce que nous sommes à la télévision. Tout à fait, ce sont les figures que j'utilise. Deuxièmement, c'est le coach de l'équipe. Chose normale. Voilà, donc le président de l'équipe a dit que lui, sa détermination à jouer la Coupe du Monde est intacte et à la remporter. Mais M. Kouété ne l'a pas dit le aussi. coach, M. Kouété parle du candidat du RDPC. Oui, mais c'est ça. Il parle du candidat du RDPC. Il peut avoir un congrès du RDPC, M. Biya n'est plus candidat. C'est pour ça que j'ai dit que c'est lui le coach de l'équipe. Je n'ai même pas parlé de M. Biya ici. J'ai dit le président de l'équipe. Est-ce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, alors, le président de l'équipe a parlé. Monsieur le maire. M. Kouété, c'est le coach de l'équipe. Son rôle est de mobiliser toutes les ressources autour du succès de son équipe. Qu'est-ce que vous trouvez d'anormal là-dedans? D'accord. Le sens du propos du vice-premier ministre Jean Kouété, peut-être que vous le comprenez mieux. Alors, je ne me reconnais pas dans l'interprétation de M. Anaba parce que... C'est mon interprétation. Oui, c'est la vôtre. Je ne suis pas bien évidemment, mais je ne me retrouve pas dans cette interprétation. Les propos du vice-premier ministre, secrétaire général du comité central, sont des propos réalistes. D'abord, le candidat à l'élection présidentielle probable, son Excellence Paul Biya, ne peut, et c'est de coutume, le président sortant en général se déclare en dernier lieu. Mais ça n'empêche pas que son appareil politique se prépare. Et donc c'est pour ça que
La formule généralement admise en cette période, c'est le probable candidat du RDPC, le candidat du RDPC, parce que le candidat ne s'est pas encore déclaré. Mais il nous demande dans la lettre circulaire, et c'est justement le thème, d'être tous prêts derrière le président Paul Biya pour une victoire transparente, nette, éclatante, sans bavure. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai entendu... oui, mais c'est pour ça que... Et ce n'est pas un signe de triomphalisme. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'entendais l'interprétation du discours de la doyenne d'âge en termes de liberté de contester, nous souhaitons qu'il y ait moins de prétextes à contester, moins de prétextes de nous retrouver dans des crises post-électorales comme dans le passé. Nous voulons que la victoire soit transparente, éclatante, et avec tous les observateurs internationaux qu'on veut bien inviter, tout le monde. Et c'est pour ça que même dans nos rangs, au-delà de peut-être d'autres stratégies, mais nous sommes dans la stratégie d'une victoire propre. Et puis pour prévenir, pour aller à la suite de M. le maire. Écoutez, vous avez parlé tout à l'heure de... Nous serons attendus à ce que le projet que le RDPC propose arrive. Il arrivera. Le moment de présenter le projet... Le docteur est du RDPC. Non, je suis objectivement citoyen camerounais et je participe à la vie politique de mon pays en choisissant le candidat qui proposera la meilleure option. Et mon analyse ne doit pas s'écarter de ce facteur-là. Et mon analyse est que le moment des projets de société n'est pas encore arrivé. Moi, je n'ai pas vu le projet de société des autres. Voilà. Il y en a qui le font. Non, c'est vous qui le savez. Même via la toile, je dis que moi, je ne les ai pas encore. Il y en a qui vendent même les ouvrages, le programmes. Parce que moi, je parle du RDPC. Monsieur Cabral, je parle de votre réaction sur la circulaire du secrétaire général du comité central. Vous avez dit sur ce plateau que vous aurez aimé voir le programme qu'on propose, plutôt que des injonctions ou des... Voilà, je vous dis que le moment, chaque chose a son temps. On dit en arabe, « Kulli shay'in bil waqt ». Et enfin, je voulais quand même évoquer les 40 ans. Les 40 ans nous permettent d'assumer plus que jamais nos responsabilités et les satisfactions. Il y en a, il y a des désillusions. Raison de plus, et c'est la pensée de la majorité des militants, une très large majorité, que le fondateur de ce renouveau est le mieux placé pour corriger ces désillusions, pour nettoyer. Le maître mot le 24 mars, pour nettoyer, c'est rectifions le tir. Il faut le dire en interne pendant les célébrations que vous allez conduire en Goumou. Rectifions le tir après 40 ans. C'est ce que vous devez dire aux Camerounais le 24 mars, parce qu'on est conscient que pour aller à Ngoumou, il y a quand même des petits échecs. On peut les qualifier ainsi. Donc, il faut rectifier le tir quand on a 40 ans. Si on veut conserver le pouvoir, moi, je ne suis pas contre ceux qui veulent se pérenniser au pouvoir ou le conserver, pourvu que les Camerounais aient accès aux conditions favorables dans leur vie, que le quotidien des Camerounais soit amélioré. Ça, c'est la préoccupation du modeste Camerounais qui passe souvent le dimanche dans le noir et sans eau. Pour le reste, je n'aurai aucun problème. On pourrait aussi dire, in fine, que le leitmotiv sera « faisons encore mieux ». De façon plus complète et plus brillante. Voilà. Le RDPC a 40 ans. On va sortir, hein. On va sortir. Le RDPC a 40 ans dans quelques jours, puisqu'on aura le temps de reparler de ça. Merci déjà pour tout ce que vous avez dit. La télévision aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez bien que c'est en 1985, que naît la CIRC TV actuelle. Ça s'appelait CTV, ça a beaucoup changé. Je souhaite qu'on en parle rapidement au regard des pratiques et des usages courants, au regard de ce que l'on vit sur nos plateaux de télévision depuis 1985. Sommes-nous restés fidèles au canon et modèles avec des contenus de télévision qui fondent nos valeurs? Tout à l'heure, nous avons parlé de la promotion du discours de la haine tribale. On a estimé qu'il y a des choses qui sont dites, mais de manière globale, depuis 1985, ne regardons pas ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que la télévision a pu remodeler la société camerounaise telle qu'on l'aurait souhaité? La parole est à qui veut la prendre? Alors, si je peux dire quelque chose sur le sujet, je voudrais déjà relever qu'après 40 ans, on ne pourrait pas rester pareil. C'est-à-dire que chacun est fils de son temps. S'il y a de cela 40 ans, qu'il y avait forcément certains programmes qui intéressaient le consommateur. 40 années plus tard, on s'adapte au contexte,
on s'adapte aux nouveaux consommateurs. Et vous me permettrez d'ailleurs de féliciter la chaîne nationale, la CRTV, qui a compris qu'il fallait diversifier, non seulement au niveau des chaînes, mais également au niveau des programmes. Parce qu'il y a de cela 40 ans, on n'avait pas toutes les autres chaînes de la CRTV qui diffusent l'information, le sport et même au niveau du digital. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la télévision a évolué avec son temps et aujourd'hui, il est important de s'adapter encore plus et d'offrir des programmes diversifiés qui répondent à la demande du consommateur. Jean-Marie, le regard de la presse sur elle-même. Oui, je pense qu'il y a 40 ans ou bien il y a même quelques années, je ne pouvais pas m'asseoir à scène de presse, critiquer le régime RDPC. Mais on l'acceptait déjà. C'est sérieux ce que je dis là. On ne pouvait pas le faire ici à la CRTV. Ça veut dire qu'on a compris à quoi nous sert la liberté, parce que la liberté peut détruire et peut construire en même temps. Pour ceux qui respectent cette liberté de manière encadrée, parce que tout, c'est l'encadrement. Vous avez la loi sur la communication sociale. Combien de responsables de médias, même patrons de médias aujourd'hui, avant de se fixer une ligne éditoriale, prennent le temps quand même d'aller lire cette loi sur la communication sociale pour comprendre que leur responsabilité est également engagée. Et le temps de la célébration de la télévision nous amène à nous questionner. Pourquoi est-ce que la télévision aujourd'hui connaît un problème? Vous étiez sur un débat ici sur des télévisions qui font dans le buzz. Mais vous avez un organe régulateur qui doit sanctionner. Si vous laissez des gens... Mais quand ils sanctionnent, vous ne respectez pas. Vous estimez qu'ils piétinent votre liberté d'information. On respecte quand même. C'est l'ancien régime du CNC qu'on ne respectait pas. Les temps anciens, on ne respectait pas ça. Pourquoi? C'était pas encadré aussi? Non, je suis en train de dire, docteur, que... non, je pose la question parce que je crains pour les temps futurs. On risque de ne rien respecter. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, c'est vrai. Vous ne pouvez pas avoir une chaîne de télévision qui commet des gaffes tous les dimanches. Mais vous la laissez mettre. Pourquoi? Vous savez pourquoi on la laisse mettre? Je ne parle pas d'une télévision particulière. C'est toujours pour apaiser les tensions? Non, on la laisse pourquoi? Ce n'est pas pour apaiser les tensions. On la laisse pourquoi? Il y a des pontes du régime qui soutiennent cette télévision. Je dis jusqu'au très haut niveau, hein, et vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'il y a des gros soutiens derrière. Chacun dit à son ami, ne ferme pas. Tu sais que c'est notre télévision là-bas, l'élection arrive par exemple. Cette télévision va nous aider à gagner l'élection. Et c'est pour ça qu'on ne ferme pas, parce que des gens ont des gros intérêts, ils investissent des gros moyens. Et pour régler ce problème sévère, il faut qu'on transforme toutes les télévisions en véritables entreprises. Une entreprise, c'est quoi? Vous ne vous levez pas un matin, vous créez une télévision parce que vous allez attendre l'aide de la présidente de la République. Sinon, on va vous tenir automatiquement. Vous vous levez un matin, vous dites, est-ce que j'ai mes moyens? Je vais les prendre pour créer une entreprise. Et quelle est la structuration que je vais faire de l'intérieur? Et vous fixez une ligne éditoriale. Alors, moi, vous fixez une ligne éditoriale. Docteur, accepte. Non, mais je sais pas comment il faut procéder pour créer la télévision là, en entreprise. C'est que forcément, une entreprise j'imagine que vous sources. avez des entreprises. Oui, mais non, et vous avez peut-être les partenaires. Et vous avez peut-être les partenaires. Mais voilà, avoir les partenaires. Mais la présidence peut être le partenaire d'une chaîne de télévision. Attendez, quand vous créez une télévision, docteur, vous ne vous limitez pas à la télévision. Vous cherchez des activités parallèles pour que ces activités, les revenus de ces activités vous aident à entretenir les journalistes pour éviter ce que vous appeliez tout à l'heure le gombo. Tout dépend du contenu. Je vous dis qu'il y en a qui le font déjà au Cameroun. Tout dépend du contenu de votre business plan et de la manière dont le partenaire principal combien de promoteurs de médias aujourd'hui peuvent accepter qu'on leur propose de l'argent et ils crient au effort, ils disent « je ne prends pas, je garde ma ligne éditoriale telle qu'elle est ». Dans un ouvrage collectif portant le titre « La télévision au Cameroun, regard croisé sur les pratiques et les usages dans un système socio-technique », c'est un livre qui a été publié aux éditions L'Harmattan, Cameroun, sous la direction du professeur Christian Abolo-Mbita, un ouvrage à la fois pédagogique et réflexif. Les auteurs, par une approche pluridisciplinaire, établissent que la télévision s'est imposée comme un acteur social majeur, comme un objet de recherche sociale. Monsieur le maire, est-ce que, à votre avis, la télévision, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle a pu remodeler le citoyen camerounais? Effectivement, parce que de la création de la CTV en
22 mars, parce que le congrès de Bamenda avait duré 3 jours, du 22 au 24 mars, date de dévoilement du nouveau nom du parti, UNC devenu RDPC. Donc, de cette création, d'ailleurs, à l'époque, ça émettait pendant quelques heures en journée. À nos jours, il y a eu une telle évolution. C'est devenu toute une économie, même si les entreprises, certaines ne sont pas encore de véritables entreprises, mais au niveau mondial, il y a une mondialisation et toute une économie de la télévision. Quand on voit ce que chaque foyer dépense aujourd'hui pour la télévision, pour s'abonner à des bouquets qui les mettent en relation avec les émissions du monde entier, ça veut dire que cela est entré dans nos foyers et c'est devenu un fait majeur dans la vie. Voilà. Et donc, maintenant, ça a aussi un rôle social à jouer, effectivement. Il faut que ce rôle soit positif, surtout pour notre pays, parce que nous avons à parfaire notre identité, notre unité, la paix, un certain nombre de valeurs qui doivent permettre l'émergence de notre pays. Et là, la télévision a un rôle à jouer parce que, contrairement à ce qu'on croit, qu'il y ait des dérapages sur les plateaux, qu'il y ait toutes ces bavures, mais les Camerounais, comme partout dans le monde d'ailleurs, les Camerounais, même très particulièrement, sont très accros, devenus très accros à ces débats, à cette délibération, parce que c'est aussi ça la démocratie, il faut des espaces de délibération et de débat. Bon, certains y voient effectivement, malheureusement, une occasion de se défouler. Un lieu de spectacle, parce que certains acteurs sont réputés pour leur spectacle. Ça nos enfants à la maison, parce que nous avons des épouses et autres qui sont abonnés à ces débats. Quand vous leur expliquez que non, je ne gagne rien en regardant votre fameux débat de tel là. Bon, monsieur, parce que je connais d'abord le modérateur lui-même en tant qu'individu. Et je connais les panélistes, et je connais ce qu'ils vont dire. Ils ont une dictée préparée. Et moi, je ne regarde pas ça. C'est votre femme à la maison qui vous dit moi, j'aime voir professeur tel. Monsieur Anaba, parce que, pourquoi j'aime le voir? Ce n'est pas parce qu'il nous éduque. J'aime le voir parce qu'il va nous faire rire tout à l'heure. Monsieur Anaba, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est une éducation. Mais il vaut mieux encore regarder ces débats, quels que soient ces dérapages, que de regarder Novelas et autres. Parce que nos mamans s'occupaient à temps plein de nous. Nos mamans s'occupaient à temps plein de nous. On ne va plus manger du riz grillé. Voilà, donc, et je crois qu'il y a un effort à faire là-dessus au niveau des familles. Je vous rappelle qu'en Europe, je trouvais cela curieux. En Europe, où est née la télévision, toutes les grandes familles interdisent la télévision à leurs enfants jusqu'à l'âge de la majorité. Donc, ils font tout en dehors des informations. Mais c'est dans les grandes familles, généralement, les enfants sont interdits de télévision jusqu'à l'âge de 18 ans. La loi portant organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil au Cameroun a été promulguée en décembre 2024 par le président de la République. La commune de Yaoundé 2 a procédé cette semaine au lancement officiel de l'opération de digitalisation des faits d'état civil sur son territoire de compétence. C'est nouveau, mais on voit quand même l'implication des collectivités territoriales dans cette opération-là qui est à saluer pour nos communautés. Oui, à saluer parce que ça rend traçable le fichier de l'état civil, en même temps que ça contribue à la simplification des formalités aussi, le fait de digitaliser. Et je pense que s'ils s'y sont mis, c'est à encourager, à féliciter, et je pense que l'organe régulateur, enfin, il y a un organe qui dirige, voilà, le BUNEC, devrait pouvoir encourager cela Bureau national de l'état civil. Sur l'ensemble du territoire national. C'est vrai que ça pourrait se heurter à deux situations fondamentales. La première, c'est qu'on ne soit pas éduqué à utiliser les outils digitaux. Donc, il faut peut-être voir de ce côté-là comment on peut améliorer aussi cette façon de faire. Et puis, deuxièmement, ça peut se heurter à la question de l'énergie. Parce que qui parle digital parle d'énergie. Alors, Moran, qui vient de Yaoundé 2e, va peut-être nous dire les modalités, les avantages que vous, parce que vous avez commencé déjà à le faire, vous avez officialisé l'opération jeudi dernier, pardon. Mais en fait, quels sont les avantages liés à cela? Alors, c'est vrai, il faut déjà noter
et que depuis quelques années aujourd'hui, l'une des préoccupations du gouvernement, c'est donc de parvenir à la modernisation de l'État civil. Ça, c'est une volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est donc mise en œuvre par le Bureau national de l'État civil au Cameroun, qui, en retour, l'implémente donc au sein des collectivités territoriales décentralisées, parmi lesquelles la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e, que dirige le maire Yannick Martial Aïssi Elundu. Mais ça n'a pas commencé en gros, monsieur le maire. Et qui en a fait l'une de ses priorités. Bon, je suis pressé de commencer, mais comme nous achevons la construction d'un nouvel hôtel de ville, je voudrais qu'en entrant dans ce nouvel hôtel de ville, on entre avec tous ces outils modernes. Mais c'est une priorité. Il a fallu d'abord mettre un accent sur l'antériorité, c'est-à-dire les archives. Il fallait numériser, indexer, valider. Et en termes de chiffres aujourd'hui, d'ailleurs, sur les 35 ans, nous avons déjà... Nous sommes parvenus à près de 30 ans des archives depuis l'existence de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e. Ce qui fait donc plus de 600 000 actes numérisés, plus de 250 000 actes indexés et pratiquement le même chiffre pour ce qui est des actes validés. La loi numéro 2024 016 du 23 décembre 2024 portant donc organisation de la structure des enregistrements du système d'état civil promulgué en 2024 arrive donc comme une boussole qui montre le chemin à suivre. Et il était de bon ton de parachever ce processus au niveau de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e, d'où le lancement officiel qui a eu lieu jeudi dernier. Et il faut également noter qu'au sein de la municipalité, certaines structures de santé telles que la Fondation Chantal Biya, l'hôpital central sont déjà des postes d'enrôlement. Donc, il est question d'avoir des postes avancés parce qu'il est également, vous avez demandé comment est-ce que cela va se passer en ce qui concerne l'état civil, le poste principal et les états secondaires, c'est-à-dire les états civils au niveau secondaire et au niveau spécialisé. Jean-Marie, est-ce que vous pensez qu'avec cette digitalisation, on pourra sortir du phénomène de la fraude? Est-ce qu'on va protéger notre nationalité, comme on le dit souvent? On le fait déjà avec la carte nationale d'identité, on voit ce qui se passe. Vous savez que les mairies ont une maladie au Cameroun, c'est des incendies. Chaque fois, on vous dit, la mairie a pris feu, je ne sais pas pourquoi, et toutes les archives que vous avez là-bas, ça va brûler. Il faut que ça arrête. Mais j'espère, peut-être c'est lui qui peut nous dire comment ça se fait. Est-ce qu'il y a un serveur qu'on gardera ailleurs? Est-ce que tout se garde à la mairie? Que quand il y aura donc désormais incendie, que les actes d'état civil archivés soient donc préservés? Il y a aussi ça. Mais moi, je dis, ça peut régler ce problème. Ça peut régler également le problème du monnayage dont vous parliez. Votre enfant naît dans une formation sanitaire en Kouaban. Vous savez, vous devez aller en Kola Famba. Et vous pouvez aller là-bas même 3 fois. Premier jour, vous arrivez, vous ne trouvez pas de gens. Deuxième jour, quand vous avez la chance, on vous dit même qu'il vous manquait encore autre chose parce qu'on ne vous a pas bien expliqué, il faut repasser. Ça veut dire que vous dépensez en carburant, en temps. Pour ceux qui sont des travailleurs comme nous autres, vous n'avez pas ce temps-là d'aller rester dans une... Mais d'ailleurs, que quand vous allez arriver là-bas, on ne va pas vous accueillir facilement. On va vous regarder en fonction de l'argent que vous avez. Peut-être on va vous montrer le couloir que quand vous allez arriver là, allez voir tel... Et avec telle somme, ça va aller très vite. Mais on vous dit que l'établissement de l'acte de naissance peut être gratuit. Donc ça va régler tous ces problèmes-là. Oui, Jean-Marie, je peux me tromper. C'est une facilitation, une simplification. Je peux me tromper. Je crois avoir lu dans le discours de M. le maire, Yannick Martial Aïssi Elundu, il disait justement qu'il y a un serveur qui est sécurisé. En effet. Et que dorénavant, vous pouvez établir votre acte de naissance en 2 minutes. Oui, c'est-à-dire que dès que les données sont dans la machine, on vous le remet, vous n'attendez plus. Ça, c'était pour vous accompagner. Mais monsieur le maire, cette opération est appelée à s'étendre à toutes les collectivités territoriales décentralisées. Yaoundé 2e a commencé peut-être. Mais si vous vous engagez derrière le BUNEC qui accompagne, parce que c'est le BUNEC qui encadre tout ce qui est fait, c'est parce que peut-être vous voyez l'importance de cette affaire. Dans une zone comme Ngoumou, ça va régler quel problème? Alors, la numérisation est vraiment, je veux dire, le meilleur moyen
à la fois de simplifier, mais surtout de sauvegarder l'enregistrement des faits d'état civil. Alors, la sauvegarde se fera effectivement à 2 niveaux. La mairie sauvegarde autant que possible avec des fichiers, mais la mission de service public du BUNEC est de sauvegarder tous ces enregistrements au niveau national, que ce soit les faits enregistrés au niveau des centres primaires, c'est-à-dire les mairies, ou alors des centres secondaires, les centres d'état civil. Mais c'est la mission du BUNEC qui se bat pour avoir les moyens qui sont très insuffisants pour mener rapidement cette opération. Donc l'évolution doit se faire à ces 2 niveaux, côté BUNEC et côté CTD. Alors les CTD, comme l'a expliqué le responsable de la communication de la mairie de Yaoundé 2, ont 2 travaux à faire. C'est-à-dire il y a la sécurisation, la digitalisation des archives pour sauvegarder, parce qu'il y a beaucoup en raison de plusieurs causes, il n'y a pas que les incendies, il y a beaucoup de citoyens qui reviennent dans les CTD rechercher la souche. Parfois, c'est perdu. Il y a eu des divisions, des unités administratives. Il y a eu des créations de nouvelles mairies. On ne sait pas très bien comment les archives ont été réparties. Donc, ça crée un certain problème. Il y a beaucoup de cas où il faut reconstituer ces actes de naissance. Donc, la simplification vient du fait aussi que, en réalité, dans un État moderne, on n'est pas obligé d'avoir un document, un papier qu'on garde sous son matelas pendant toute sa vie. Si vous demandez à un Européen où est votre acte d'état civil, il n'y en a plus là-bas. Il n'y en a plus. Donc, c'est la sauvegarde et l'enregistrement du fait d'état civil qui est le plus important. La CTD, la mairie et le BUNEC, comme c'est le cas du Cameroun, qui sauvegarde, et à tout moment, si vous avez besoin d'une copie ou d'un extrait de ce fait, vous allez n'importe où, et même que vous pourrez ne pas avoir besoin d'y aller en Europe, vous envoyez un message, on vous l'envoie automatiquement et ça vous retrouve à domicile. Deuxièmement, la sauvegarde, la protection des autres problèmes, c'est-à-dire l'identification nationale et surtout la nationalité, découlera de cette protection des enregistrements des faits d'état civil, dans la mesure où, et d'ailleurs, ça fait partie des modernisations à envisager. Quand un citoyen français ou allemand a besoin de la CNI, contrairement au modèle camerounais actuel qui est relativement dépassé, c'est à la mairie qu'il va, parce que c'est la mairie qui a le fait initial, la naissance. C'est à la mairie qu'on établit la carte d'identité nationale en France. C'est à la mairie qu'on établit, par exemple, le passeport aussi. Donc, tous ces documents, d'ailleurs, ça libérerait la police qui a beaucoup d'autres choses à faire. Et ça vaut aussi pour les citoyens nés à l'étranger. Ça, c'est aussi une problématique. Beaucoup de pays africains ont beaucoup avancé. Nous sommes très en retard dessus sur l'enregistrement et la sauvegarde des faits d'état civil de nos compatriotes à l'étranger. Beaucoup sont même parfois obligés de rentrer au Cameroun, en fait, de reconstituer et de refaire un jugement supplétif pour éviter les tracasseries, puisqu'il n'y a pas eu transcription ni transfert des données enregistrées à l'étranger ici au Cameroun. Et ça éliminerait le phénomène des doubles identités que nous observons dans l'établissement des cartes nationales d'identité et qui fait que parfois certains citoyens soient privés de cartes nationales d'identité. Et ceux qui sont nés plusieurs fois. Justement, docteur, c'est une coutume camerounaise et je crois que c'est une injustice d'abord en soi parce que ce n'est pas normal en termes d'égalité de traitement des citoyens que certains falsifient les âges pour récupérer des droits qu'ils n'en ont plus, à l'accès à la fonction publique, accès à certains avantages. Oui. Oui, justement, je voulais rassurer Jean-Marie Anaba que la digitalisation vient résoudre une bonne partie des problèmes que rencontre le système national de l'état civil, justement, avec le faible taux d'enregistrement, les lourdeurs administratives et certains coûts dus à certaines... Je ne veux pas couper. Une minute, je ne veux pas couper parce que c'est une omission. Il faut savoir que la chose qui déclenche même cette nécessité de modernisation, c'est un fait consternant.
alarmant, je ne dirais même pas alarmant, très grave. C'est que 7 millions de Camerounais vivent sans acte de naissance. Voilà. Il est également opportun de souligner, Jean-Marie, lors du lancement de la cérémonie, de la cérémonie de lancement officiel de la digitalisation dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e, qui était d'ailleurs, qui a connu la présence du directeur général du Bureau national de l'état civil, les premiers bébés ont reçu leurs actes de naissance informatisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez arriver à la mairie et recevoir votre acte de naissance, soit une heure après, tout dépend si... Non, ce que je veux comprendre dans ce développement, c'est les premiers bébés qui sont nés ce jour-là ou bien les premiers bébés... C'est-à-dire déclarés. Ce sont les premiers actes déclarés et enregistrés de façon digitalisée. Qui ont été réglés. Mais félicitations à la mairie de Yaoundé 2e, mais ce n'est pas la toute première mairie qui le fait. Il y a la mairie de Nitoukou. Il y a Nitoukou, justement. Nitoukou qui est un exemple parce que c'est une mairie qui a de très faibles ressources. Et félicitations à Madame le maire qui a pu aussi atteindre cet objectif, le faire au village. Monsieur le maire, et malgré les écueils justement du manque de... Justement, monsieur le maire, les mairies de ville sont très avancées aussi. Des communes reculées. Je crois Douala 3e. On a parlé du problème des communes reculées. Peut-être la recette de Yaoundé 2e pourrait aider certaines de ces collectivités territoriales parce qu'il est important de signaler que pour pallier certaines difficultés, il y a d'ailleurs un transformateur qui au préalable a été installé au niveau de l'hôtel de ville communal. Et à côté de ce transformateur, vous avez également un générateur qui prend le relais automatiquement en cas de coupure. C'est la plus belle nouvelle de l'affaire. D'énergie. Et à côté également, vous avez... Non, c'est la plus belle nouvelle de l'affaire. On fait souvent face à des problèmes du réseau Internet qui, aujourd'hui, on essaye de faire en sorte qu'il soit stable. Je crois qu'à côté du générateur, il faudrait ajouter, c'est parce qu'on a eu à gérer un data center à la campus. En général, le générateur peut ne pas démarrer, donc il faut un relais de batterie. Il est important de souligner que sur fonds propres, en dehors de l'accompagnement, de l'expertise du BUNEC sur la formation du personnel, de l'exécutif, des officiers d'état civil qui a déjà eu lieu, du serveur qui est installé parce que nous avons une salle des opérations et il y a donc le serveur central du BUNEC en dehors du serveur en ce qui concerne la sécurisation des faits d'état civil. Il est important de souligner que sur fonds propres, la mairie a pu doter les bureaux de l'état civil et du maire, de l'exécutif dans l'intégralité des différentes machines pour pouvoir travailler en toute quiétude. Bon, lui, le maire, là, il doit t'ajouter marketing à ta direction. On va justement écouter le maire Yannick Martial ici Lundu sur cette question-là. Ne vous inquiétez pas, je pense que pour les prochaines campagnes électorales, il sera le directeur marketing. On va écouter. Par le passé, les actes étaient manuscrits. Et également, le système d'archivage était assez complexe parce que c'était à travers des registres qu'on enregistrait tous ces actes et on les conservait. Dorénavant, lorsque vous avez votre acte de naissance ou votre acte d'état civil, en cas de perte, vous n'aurez plus à courir à reconstituer cet acte de naissance parce que cet acte a été enregistré dans un serveur, il est sécurisé et on peut vous le faire réimprimer à tout moment ou devant toute sollicitation. Et également avec la même valeur juridique. Et en plus, il y a un code barre d'un lecteur informatique qui peut lire et authentifier, reconnaître cet acte de naissance, de mariage ou de décès. La voix des jeunes, le drapeau émergence relaie abondamment le meurtre de Solé des Rois, localité du Mayo Tsanaga. Et à ce sujet, l'œil du Sahel nous apprend que les corps ont été exhumés. Alerte Info indique qu'à la suite de l'assassinat de 2 chercheurs et leur guide, le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwa Barga, est allé sur le terrain porteur d'un message de réconfort aux familles éprouvées. Flèche d'Afrique et le messager font savoir que les présumés assassins des 2 chercheurs ont été interpellés le mardi 11 mars 2025 par la compagnie de gendarmerie de Mokolo après un bouclage. Ils sont accusés d'avoir pris part à la mise à mort de 2 chercheurs et leur guide sous le prétexte d'une confusion avec un groupe terroriste. Mais alors, dans un communiqué rendu public lundi 10 mars 2025, on apprend que le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a dénoncé ce qu'elle considère de crimes crapuleux et odieux et qui constitue inéluctablement l'une des conséquences de l'ensauvagement
de notre société et la dissémination en son sein de la haine par certains de nos compatriotes sans foi ni loi. Vous comprenez ce qui s'est passé, Monsieur le maire, Jean-Marie, docteur Révélé? C'est tout simplement regrettable ce qui a pu se passer. Nous avons à le regretter et à marquer notre compassion et notre soutien aux familles des disparus. Maintenant, ça vous semble un acte volontaire ou bien c'était une bavure? Bon, et eux-mêmes, ils l'expliquent dans ce qu'ils sont en train de dire dans leurs différentes sorties. Donc moi, je veux m'abstenir de commenter cela parce que devant une telle situation, il y a des services compétents de l'État qui sont chargés de faire la lumière dans cela. Et ce que je voudrais tout simplement déplorer, c'est l'escalade en stigmatisant le discours de haine, l'escalade en utilisant des mots qui pourraient prêter à confusion. Quand on parle de l'ensauvagement de la société, je crois que, toute proportion gardée, c'est quand même quelque chose de fort. Ce que moi j'ai compris, ce n'était pas l'ensauvagement. Il faut comprendre, étudier un peu les mentalités de certains par rapport à des zones précises. Nous sommes en zone de guerre. Les gens vivent là-bas dans un traumatisme. Et vous savez que lorsqu'il y avait la véritable menace Boko Haram, on a utilisé les mêmes populations dans des comités de vigilance. Ça veut dire que ce sont des populations qui sont prêtes à tout moment à réagir face à une personne étrangère, à bien se demander est-ce que tel est... Je ne suis pas en train d'encourager ce qui a été fait, mais je suis là dans les habitudes. Nous allons laisser que la justice fasse son travail, mais nous allons encourager aussi la communauté des chercheurs, parce qu'il y a eu des sorties du SINAC et du SINES, dont le syndicat des chercheurs et le syndicat des enseignants du supérieur. Ils ont même annoncé une grève, une cessation d'activité. Je crois qu'ils vont revenir sur leurs décisions parce que nous prenons toujours l'apaisement et le dialogue, quelles que soient les situations qui arrivent. Les corps ont été inhumés d'une manière ou d'une autre, d'après les dénonciations du journal La Voix des Jeunes. C'est aussi ça l'importance de la presse. Je crois que c'est cette dénonciation-là qui a conduit à ce qu'on revienne sur la décision de les exhumer pour pouvoir poursuivre les enquêtes à ce sujet. Jean Morand, votre lecture de ce fait d'actualité? Lorsque vous cherchez et que vous allez sur le terrain mener des enquêtes et que vous faites face à une situation comme celle-là, où vous perdez de votre vie. Cela pourrait avoir un impact sur les autres chercheurs qui pourraient se dire à l'avenir qu'au lieu d'amener des enquêtes sur le terrain, il serait peut-être souhaitable de rester dans une chambre, de passer des coups de fil et de prendre des travaux. Il faut avoir beaucoup de courage pour aller mener des travaux sur le terrain. Il est difficile d'avoir des mots face à une situation comme celle-là et il est difficile d'imaginer aujourd'hui la position de ces chercheurs qui voudraient apporter de la lumière à certains problèmes. Ça pose un autre problème, c'est la question de l'organisation de la recherche et de l'encadrement de la recherche. Mais si on suit le communiqué de Madame le ministre Madeleine Tchouenté, les défunts se sont rendus dans la localité susvisée à l'effet d'effectuer, comme d'habitude, une mission de recherche ayant pour objectif la résolution du problème d'accès à l'eau potable des populations des monts Mandara. Ils étaient inoffensifs et ne portaient ni armes ni objets tranchants, malgré les justificatifs présentés, notamment les pièces d'identité lors de missions délivrées à M. Mounsifri, et n'ont pas échappé à la folie meurtrière de leur bourreau. Oui, mais d'accord, mais c'est C'était encadré. Non, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire que ça, c'est encadré. Ça restitue tout simplement le contexte de l'activité. Mais c'est justement le comme d'habitude, là, qu'il faut interroger. Les enquêtes vont permettre de voir clair. Mais lorsqu'il y a mort d'homme, il y a drame. Et surtout, drame en plein travail. C'est les chercheurs. Les mots de Madame le ministre sont certainement forts, mais lorsqu'il y a meurtre, c'est forcément un peu d'ensauvagement. Même si c'est une zone où il y a une crise, ça ramène aussi, parce que même la guerre a des règles, mais il faut que les services nous disent
concrètement comment ça s'est passé, parce qu'il ne faut pas non plus globaliser, parce que je ne vois pas comment des gens qui ont présenté leur feuille d'émission, leur pièce d'identité, dont il y a eu discussion, comment on en vient aussi, c'est le guide. Vous ne pouvez pas avoir un guide. Le guide est censé être de la localité. Hein. Quand on va quelque part, on doit prendre un guide de la localité. Comment on n'identifie pas même le guide? C'est vrai qu'au-delà du guide, se pose donc la question des recherches dans de telles zones risquées. Est-ce qu'au-delà du guide, le département ministériel ne devrait pas limiter d'abord ses missions dans ces zones, et lorsqu'il y en a, peut-être qu'il faut accroître des mesures supplémentaires au-delà du guide de sécurisation de ces chercheurs avec des FMO qui pourraient les accompagner. Voilà, les gars, on voit que là maintenant on commence à évoquer les vraies questions. Comment comme d'habitude s'organise dans le cadre de ces recherches-là? Ben justement, je l'ai dit, heureusement que c'est là-dessus que vous chutez, mais je voudrais revenir sur l'ensauvagement. Vous savez, poser un acte sauvage et traiter toute une société qualifier toute une société. Non, il ne faut pas généraliser, je suis d'accord. D'ensauvagement, c'est pas la même chose. Et le mot que je cherchais, ça peut être un crime crapuleux. Bon, voilà. Donc, deux individus de trois, et donc, qui relèvent du banditisme, tout simplement. Et puis, moi, je pense que devant ce genre de situation, on ferait mieux de trouver des stratégies plus responsables, de conduite de ces activités-là de manière plus responsable, de manière plus concertée avec ceux qui interviennent sur le terrain, qui sont sur le terrain et qui connaissent mieux le contexte sécuritaire et qui peuvent faciliter. Parce que rien qu'à se limiter à des guides, après pour dire que c'est l'ensauvagement de toute une pour société. Pour compléter, parce que les chercheurs qui ont un statut de fonctionnaire, donc, de hauts fonctionnaires, qui arrivent dans une localité devraient se présenter auprès de l'autorité administrative, s'introduire auprès du sous-préfet. D'où la question et donc, il y a sûrement, les enquêtes vont dire ce qui s'est passé, mais je crois qu'au niveau même des procédures de recherche sur le terrain, il faut peut-être revoir pour que ces chercheurs soient sécurisés. Nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci à Charles Ebouné, Jean-Marie Naba, qui nous a fait l'honneur d'être là, Jean-Morin Mbarga également, Jean-Baptiste Amvouna Temungue, qui est maire de la commune de Ngoumou, et qui recevra bientôt la visite du Dr Avele Malik Atou, parce qu'au-delà du titre qu'il avait aujourd'hui, vice-président du comité international Pierre de Coubertin, il a d'autres activités qu'il va mener certainement avec le maire de Ngoumou. Vous ne les dévoilez pas ici, hein, vous allez le faire après. Merci. Merci à vous. Il est la bienvenue avec toute sa délégation. Vous voulez qu'on en parle? On en parlera le moment venu. Merci à vous qui avez pris la peine de regarder ce programme. Et s'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain.